Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. C'est avec un véritable plaisir que nous allons vous entretenir pendant cette heure. Je suis en compagnie, bien évidemment, du docteur Brou, qui est toujours fidèle au poste. Bonjour, docteur. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un thème qui vous concerne. Vous êtes nombreux à vivre cette situation. On va parler aujourd'hui de mariage mixte. Et quand on dit mariage mixte, on entend par là mariage interethnique ou mariage interreligieux, même on pourrait le dire ainsi, quand les deux conjoints ne sont pas de la même ethnie ni de la même religion, voire même de la même classe sociale. Il y a des problèmes qui pourraient éventuellement survenir. Le téléphone est ouvert, vous le savez, si vous traversez cette situation. Si vous l'avez traversée, si vous avez des avis, des conseils, des questions, des suggestions, n'hésitez pas. 22 40 12 54, c'est le code d'accès, précédé du plus 225 si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Docteur, on va commencer comme tous les jours par faire l'état des lieux. Absolument, je voudrais dire effectivement que c'est un sujet assez important. La Côte d'Ivoire a au moins 60 ethnies, ce qu'on dit officiellement. Les religions aussi, chaque jour il y en a de nouvelles religions, même si globalement on connaît deux grandes religions. Et il se trouve qu'il y a effectivement beaucoup d'unions interethniques. Je crois que c'est une réalité pour la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez par exemple des régions comme l'Ouest, avec des déplacements de population pour des problèmes de culte de plantation. On prend le cas par exemple des gens qui sont partis du centre, qui sont retrouvés dans la zone ouest et qui forcément ont eu des relations ou des mariages. Peut-être ils sont venus avec leurs femmes du village, c'est possible, mais leurs enfants qui sont nés vivant dans le milieu de l'ouest ont dû avoir des femmes ou ont des femmes qui viennent de cette région. Il y a également la réalité que nous sommes allés à l'école. On est arrivé à l'université et puis il se trouve que les femmes de milieu que nous fréquentons se trouvent ne pas être des femmes de notre ethnie forcément. Donc on a été appelés ou on sommes appelés à se marier avec des gens qui ne viennent pas de la même région que nous. Il y a également l'habitation de quartier. Donc je me retrouve dans un tel quartier, ma fréquentation ou mes fréquentations sont de ce quartier. Il est évident que c'est possible que la femme que je rencontre ou l'homme que je rencontre ne soit pas peut-être de ma religion ou ne soit pas de mon ethnie ou de ma classe sociale comme on le dit. Il y a également le milieu professionnel. Il y a des gens qui sont mariés par des rencontres dans le milieu professionnel. Donc vous travaillez dans un milieu, vous rencontrez, vous savez, les fréquentations créent quand même des sentiments et cela peut aller plus loin que de simples sentiments. Donc on est dans un milieu professionnel et puis je rencontre quelqu'un qui semble faire mon affaire et qui n'est pas forcément de la même religion, qui n'est pas forcément de la même ethnie que moi. Et ce sont des situations qui existent. Mais la Côte d'Ivoire est un bel exemple, effectivement, dans ce sens, qu'il y a beaucoup de mariages interethniques, beaucoup de mariages interreligieux, j'en connais, donc c'est une réalité. Et qu'il est bien vraiment d'en parler. Très bien, docteur. On a fait donc l'état des lieux. On va passer au second sous-thème. Ça a été rapide. Je pense qu'on va plus s'appesantir sur les avantages et les inconvénients dans les rubriques, les sous-thèmes qui vont suivre. Oui, docteur. Oui, je voudrais quand même ajouter qu'il est bien de préciser, vous l'avez dit, mais insister là-dessus. Quand on parle de mariage mixte, de quoi il s'agit? Quelqu'un d'une ethnie se marie à une autre personne qui n'est pas de la même ethnie, ou une autre personne se marie avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion. Je voudrais même qu'on étende au fait que ce soit quelqu'un qui soit une personne étrangère. C'est-à-dire que je suis de nationalité ivoirienne et je me marie soit parce que mon travail me permet de voyager ou même dans le même pays. Une autre personne est venue travailler là dont on s'est rencontrés et puis on se marie avec quelqu'un qui n'est pas de notre pays. Je pense que tout ça, on doit mettre ensemble pour essayer de bien analyser. Ce serait bien ici. Très bien. Alors, docteur, pour revenir, donc, avant de parler de mariage entre personnes de nationalités différentes, on va parler de mariage entre Ivoiriens même, mais d'ethnies différentes. Absolument. Il faut savoir que, quoi qu'on dise, en Côte d'Ivoire, certains préjugés ont encore la dent dure et on a des a priori sur les personnes d'ethnies différentes, de groupes ethniques différents. Alors, bien souvent, le couple, les deux personnes sont bien évidemment amoureuses, elles n'aspirent qu'à vivre ensemble, mais ce sont les parents, voire l'entourage,
qui essaie de freiner les choses en disant les gens de cette ethnie-là sont comme ceci ou comme cela. Je te déconseille vivement de te mettre en couple avec. On va répondre à cela. On a pour l'instant M. Diallo en ligne. Il nous appelle Dani Bilecro. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour M. Diallo. Bonjour docteur également. Bonjour, M. Diallo. On vous écoute. Oula, d'accord. Oui, je pense que c'est le tableau est bien peint. Hein. Vous avez planté le cadre qui est réel. Deux personnes, effectivement, se rencontrent et décident de se mettre en ménage. Mais il y a toujours l'avis des parents qui ne va pas toujours dans le sens que les enfants ou les prétendants. Alors, si on se pose des questions, quelles sont les raisons réelles qui poussent les parents à s'opposer? On en parlera certainement. Mais je voudrais dire, si nous abordons le chapitre des avantages, on reviendra dans les inconvénients, où là, en ce moment, les parents auront raison de mettre ce veto, enfin, ou bien de poser ces problèmes. Les avantages, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un des facteurs de notre stabilité, entre guillemets. C'est vrai qu'on a connu beaucoup de crises, c'est vrai, mais nos crises ne sont pas très durables. Mais c'est une des raisons. Parce que je prends quelqu'un qui est baoulé et qui se marie à quelqu'un qui vient de l'Ouest. Donc, quand il y a un conflit, je me sens concerné s'il y a des violences dans la région d'où vient, évidemment, mon mari ou bien ma femme. Je me sens directement concerné. D'accord. Monsieur Soro est en ligne, il nous appelle de Williamsville. Allô? Oui, allô. Bonjour Monsieur Soro. Bonjour madame. On vous écoute. D'accord, je parle au thème. Oui. Donc, je vois que déjà c'est très beau thème. Merci. Maintenant, dans le souci, donc c'est pas des religions ou de la même ethnie, parfois c'est compliqué. Oui. Et surtout de la même religion. Moi, je suis chrétien et la Bible est fortement. Donc, vous n'êtes pas chrétien de bâtir quelqu'un qui ne connaît pas les chrétiens. Et donc, moi, je crois qu'on peut créer un peu de terme. Allô? Oui, allô. D'accord, Monsieur Soro. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, donc je pense que, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est un avantage certain que le fait qu'il y ait des mariages interethniques surtout, cela puisse nous aider à une certaine, j'allais dire, cohésion. Si j'appartiens à tel groupe et que mon partenaire, donc nos enfants du coup, appartiennent à deux ethnies. C'est-à-dire si vous prenez Baoulé Mbete, Baoulé Ndida, donc les enfants, du coup, se retrouvent appartenir à deux régions. Ils se sentent concernés, à deux cultures. Et il est évident que ce qui va se passer du côté de la maman, l'enfant peut être intéressé. Ce qui va se passer du côté de la maman, du papa, pardon, l'enfant va être intéressé. Et cela est source, j'allais dire, de rapprochement de peuples. Les peuples peuvent se rapprocher par des mariages. Donc des enfants qui sont nés, je suppose que cet enfant-là a la grâce de devenir quelqu'un de bien vu dans la société, mais il va être réclamé du côté paternel, du côté maternel. Et il est évident que quand un problème va se poser du côté paternel, les parents maternels vont se sentir concernés parce que c'est leur fils, leur fille ou leur fils, ils vont se déporter, etc., etc. Et cela est source de comment on appelle, de cohésion sociale. Très bien. Madame Banga est en ligne, elle nous appelle du plateau d'Ocuy. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour Madame Banga. Vous pouvez couper le son de votre poste téléviseur, s'il vous plaît? Ok, pas de tout. On vous écoute. En fait, moi je suis blessée Oui. et mon mari m'a abandonné. Oui. Bon, ses parents ne veulent pas que lui et moi, nous soyons ensemble en fait. D'accord. Donc voilà, ça pose un problème, je ne sais pas comment je peux faire ça en fait. Si je peux avoir des relations. Et vous êtes marié? Non, je divorce. Pardon? Non, je divorce. Voilà, vous vivez ensemble. Et le problème se situe à quel niveau? Au niveau des parents de votre époux? Oui. Ils vous ont donné des raisons de leur désaccord? Oui, c'est qui ne veut pas, parce que moi je suis blessée. C'est la seule raison. Oui. Bon,
D'accord. Pourquoi? Parce que les préjugés disent que les BT sont palabreux, qu'ils aiment les histoires. Oui, ils aiment la bagarre, je sais pas. Et vous n'êtes pas comme ça, Madame Monga? Oui. Non, je ne suis pas comme ça. Non. D'accord. Merci, merci beaucoup. Bonne journée, docteur. Oui, je pense que notre avantage nous permettait de découvrir les autres ethnies. Sur le témoignage que vient de donner la dame, c'est vrai que quand on ne connaît pas un peuple, on a des préjugés. Je pense qu'il faut qu'on Et on l'a dit encore, on en rigole souvent, mais c'est des choses qui existent. Et ça existe. C'est ancré dans la tête des gens. Oui. On a des préjugés sur chaque groupe ethnique, notamment les BT. On a tendance à dire qu'ils aiment les histoires, qu'ils sont palabreux, que les femmes encore plus que les hommes peut-être, qu'elles ne se laissent pas faire, elles sont insoumises. Bon, donc, oui, je pense que c'est ça. Donc on dira que nos parents BT sont, comme vous l'avez dit, et ça crée des préjugés défavorables. Parce que je sais que, je ne connais pas très bien, mais j'ai quand même des amis BT, et je sais que c'est un peuple très accueillant. Donc chaque peuple, je pense qu'il faut aller sur cette base, a ses faiblesses et ses forces. Donc les BT, c'est un peuple très accueillant. Donc si les parents sortent de leurs préjugés qui permettent, ils vont découvrir que on pensait que ce peuple était comme ça. Aujourd'hui, on a un cas pratique qui est celui de Mme Monga, où les beaux-parents ne veulent pas de l'union de cette dame avec leur fils parce qu'elle est détenue BT. Elle, dans sa position, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je pense que... c'est par son comportement de tous les jours qu'elle va leur permettre de changer d'avis ou... Je pense que pratiquement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ce qu'il y a à faire, c'est son comportement. C'est la qualité de ces relations qu'elle va avoir avec les parents. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont la peau dure et intraitable, c'est-à-dire que c'est déjà calé dans leur tête. Elle est de telle région, d'une autre région, ça ne passe pas. Mais je pense qu'avec certainement l'aide de Dieu, si elle montre dans son comportement, dans ses relations avec ses beaux-parents, il y a certainement un jour, tôt ou tard, quelqu'un qui va faire cause pour elle et qui pourra certainement défendre le dossier, parce que j'en connais des cas où, par votre comportement, quelqu'un a dit, mais finalement, qu'est-ce que vous reprochez à cette dame? Et les parents ont fini par céder. Très bien. Monsieur Kounou François est en ligne, il nous appelle du Sénégal. Allô? Il est parti, on espère qu'il va nous rappeler, docteur. Donc, parce que, comme on l'a dit, c'est sur la base de préjugés en disant que tel peuple, telle ethnie, les gens sont ceci, cela. Donc, il faut que je leur montre le contraire. Il faut que je leur montre le contraire. Alors, quand on a comme préjugé contre soi qu'on est palabreuse, il faut se montrer douce, par exemple. Bien sûr, je ne pense pas quand même que tout le peuple de cette région soit des gens qui sont toujours en train de faire palabre. Et puis, en fait, quand on dit ils sont palabreux, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Il semble que, je me suis renseigné juste avant, enfin, il y a 1 ou 2 semaines, discuté avec une jeune fille qui a son père qui est Attier et sa mère BT. Donc on discutait, elle dit, ah, vous les BT, on appelle juste pour la charité, mais elle dit non. En fait, les gens ne connaissent pas ce peuple. Parce qu'en réalité, ce qu'on dit, les gens aiment palabre, c'est qu'ils sont directs. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, qu'il n'est pas d'accord avec toi, il va te le dire de façon claire et nette. Vraiment, comme on le dit de façon frontale, il va te le dire. C'est ça, peut-être, on dit qu'ils aiment palabre. Par exemple, le pays à Caen, ils ont leur manière de dire la vérité. On dit non, si tu es trop direct, c'est blessant. Donc, il faut essayer de maquiller ce que tu vas dire, mais c'est contraire à certains peuples. Ils sont plus diplomates, peut-être. Voilà. D'autres peuples sont diplomates. Ils vont le dire avec diplomatie, ce qu'ils n'apprécient pas ou ce qu'ils apprécient. Mais d'autres peuples, en l'occurrence, le peuple dont on parle, il semble qu'ils vont te dire directement, quand ils ne sont pas contents. Quand ils t'aiment, ils t'aiment. Quand ils ne t'aiment pas, c'est bien connu, c'est clair. Donc, je pense que un des avantages pourrait nous permettre de connaître d'autres peuples. Je disais même pourquoi ne pas, pendant les vacances, aller passer ses congés dans une autre région que la nôtre. Je peux me permettre de dire, bon, pour mieux connaître tel peuple sur lequel j'ai des préjugés, je vais me permettre d'aller séjourner dans leur région pendant mes vacances, 1 semaine, 2 semaines de vacances, pour apprendre à les connaître et à savoir exactement ce qui se passe. Je crois que ce serait un avantage et je pourrais, à la limite, être à l'aise un jour, pourquoi pas, de défendre. C'est vrai, ce peuple dont vous parlez, il y a cet aspect, effectivement, qui n'est peut-être pas apprécié par rapport à mon ethnie, mais il y a des avantages certains. C'est des gens accueillants, c'est peut-être des gens travailleurs, c'est des gens qui ont quand même une certaine sagesse dans la manière de régler les problèmes. Je pense que si nous allons dans ce sens, ça peut nous aider que d'être bloqués. Parce que nous tous, effectivement, quand vous quittez le village, on vous dit, tu vas aller prendre ta femme là, elle vient d'où? Tu viens nous tuer. Déjà, les parents réagissent. J'ai connu des cas où, à la simple annonce de dire, j'ai mon ami
qui est de telle région ou telle région, on vous crie dessus. Ah, où tu veux nous amener? J'ai même entendu quelqu'un dire, oui, où tu allais prendre ton mari là? Nous, on n'est pas prêt à aller faire voyage pour aller faire funérailles là-bas s'il y a éventuellement des problèmes. Mais indirectement, ça vous dit on ne veut pas. Parce qu'on peut se déplacer d'ici à 600 km pour aller faire les funérailles. C'est aberrant même de parler de funérailles. Non, c'est une manière de parler. Parce oui, qu'en général, ils le disent à dessein. En général, les belles familles ne se rencontrent généralement qu'à l'occasion des funérailles. C'est vrai qu'il y a quelques moments de mariage. Quand vous avez fini le mariage après là, c'est souvent à l'occasion soit de funérailles. Mais les moments de fête, ce n'est pas fréquent. Donc une manière de dire, si demain il y a quelqu'un qui décède dans ta belle famille, dans notre belle famille, nous on ne pourra pas partir. Mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu pour dire, ce peuple-là, nous, on n'est pas à la limite partant pour. Donc, comme je le dis, c'est des peuples qui ne vont pas vous dire de façon directe ce qu'ils pensent. Donc, en parlant de funérailles, tu comprends aisément que sa position, c'est de dire, ce genre de peuple-là, ce peuple quoi là, nous, on n'aime pas, on ne veut pas y aller. Un autre avantage, docteur, c'est l'ouverture l'ouverture d'esprit peut-être. Absolument. Parce qu'ayant deux cultures différentes, on est encore plus d'accord. Alors, on a M. Loukou qui nous appelle de Yopougon, M. Loukou Kofi Toussaint. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur mon oncle. J'ai suivi, il y a une dame qui a dit tout à l'heure qu'on dit, elle est pétée, machin, que les pétés sont pas là. Non. Moi, je veux faire le pété. Pardon? Parce que le pété, c'est les gens qui sont francs. Oui, c'est ce Quand que ils ne pas, ils disent, je t'aime pas. Quand tu fais quelque chose, tu te dis ouvertement, ce que tu as fait là, je n'aime pas. C'est contraire au Baoué. Le Baoué, moi je suis Baoué. Ok. Le Baoué, quand il est avec toi, il rit. Tu es là, ce que tu veux après, il ne te dit pas. Et quand tu donnes le dos, il dit voilà, celui-là, il croit qu'il est comme ça. Il te met le couteau dans le dos. Or, le bébé, quand il ne t'aime pas, il te dit je n'aime pas. Alors, monsieur Loukou. Et il règle son problème sur le champ. Monsieur Loukou. Oui. C'est encore un préjugé que vous êtes en train de nourrir, et donc les Baoulés seraient sournois? Comment? Les Baoulés seraient sournois et traîtres? Oui. Quand je le dis, le Baoulé est traître. Moi, je vais vous prendre quelqu'un comme exemple. Monsieur Benzavi, qui a été directeur de TVT. Benzavi, c'est à la RTI qu'on s'est connu. Oui. Mais ce monsieur, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il fait pour moi, je n'ai jamais vu un parent qui a fait ça pour moi. D'accord. Très bien. Jusqu'à ce que je donne son nom à ma fille. Elle s'appelle Zawi Ange. Très bien. Ça veut dire que le bébé, quand il dit il t'aime là, il t'aime. Et c'est avec franchise, c'est avec son cœur qu'il t'aime. D'accord. C'est pas comme les autres. Ils te disent je t'aime, mais quand tu donnes l'eau, c'est autre chose qu'ils disent. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prompt rétablissement, monsieur Loukou Kofi Toussaint, qui est donc réalisateur ici à la RTI, qui est alité et qui en profite pour nous regarder, pour participer. Merci beaucoup. Oui, Docteur Brou, je alors, pense que... je l'ai dit, il y a encore un préjugé qui vient de naître aujourd'hui. Non, je ne veux pas tellement la voir ça en traîtrise. termes de... Non, je ne pense pas que ce soit en termes de préjugés, mais c'est en termes plutôt pour moi davantage de richesse. C'est-à-dire, bon, le traite, je pense que c'est un peu fort, mais je veux dire, le fait par exemple que je sois baoulé et que j'aille dans un autre peuple, par exemple on a cité le peuple BT, je peux apprendre à être correct, apprendre à être direct. Donc ça enrichit, comme vous l'avez dit, ça ouvre mon esprit. Parce que quelquefois quand on reste chez soi, on a l'impression qu'à part nous, il n'y a rien d'autre. Pendant longtemps, les Ivoiriens ont vécu de cette façon. La Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado, à part la Côte d'Ivoire. On était très fermés sur nous-mêmes, assez prétentieux, il faut le reconnaître. Mais et cela a des conséquences. Parce que ceux qui ont voyagé, qui sont allés ailleurs, ils ont une autre attitude que ceux qui n'ont jamais voyagé. Et maintenant, avec les difficultés qu'on a connues, beaucoup d'Ivoiriens sortent pour aller se chercher. Quand ils viennent, ils n'ont pas le même comportement qu'avant, où on pensait qu'à part nous, ceux qui sont à côté de nous, il n'y avait rien. Donc le fait d'aller dans un autre peuple nous permet d'ouvrir l'esprit. Et c'est fondamental pour un pays, pour la construction d'un pays. C'est très important. Je crois que le premier président de la Côte d'Ivoire l'a bien compris. La plupart des travailleurs ne travaillent pas chez eux. En général, en Côte d'Ivoire, quand vous êtes fonctionnaire de l'État, on vous envoie dans une région en dehors de la vôtre. Mais ça aide parce que la plupart de ces personnes qui vont travailler ailleurs
ont réussi à s'intégrer. Et ceux qui n'étaient même pas mariés à l'époque, comment on appelle, se sont mariés dans ces zones. Et cela permet de consolider ou de stabiliser quand même notre vie. Tissu social, le tissu social, c'est fondamental. Donc je voudrais dire que les préjugés, parfois ça peut être pas favorable parce qu'on peut dire, bon, il faut aller dans telle ethnie parce qu'on pense qu'ils sont bien, mais quelquefois, on a vu le contraire. On a vu le contraire en disant que peut-être les Baoulés n'aiment pas Palab, mais vous mariez peut-être une femme ou un homme Baoulé, c'est la bagarre, ça existe bel et bien. Donc il faut noter que chaque peuple a ses avantages, ses inconvénients, du moins ses forces et ses faiblesses. Et c'est en utilisant les forces des autres et que j'ajoute à pour moi que je deviens quelqu'un de plus fort. Mais si je dis, moi j'ai mes forces et mes faiblesses, mais ça me suffit, je reste chez moi, il est évident que je ne peux pas progresser. Très bien, docteur. Jusque-là, on n'a parlé que de mariage interethnique, mais il existe également des mariages mixtes du fait de la religion. Absolument. Parce que monsieur et madame sont de religions différentes. Alors là, il y a beaucoup plus de difficultés. C'est pour ça que je voulais peut-être réserver ça, mais... Non, on en est déjà aux avantages alors. Oui, donc les avantages ici, c'est aussi la tolérance. Vous savez, l'intolérance religieuse est source de beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Mais moi, je connais des gens qui ne sont pas de la même religion, mais qui vivent paisiblement leur vie de couple, contrairement à des personnes même qui appartiennent à la même religion et qui vivent toujours en situation de conflit. Donc je vais dire, le fait d'être marié, est-ce que c'est conseil ou pas, peu importe, mais le fait d'être marié à quelqu'un d'une autre religion peut nous amener à la tolérance et à l'acceptation de l'autre religion. Très bien. Monsieur Dali est en ligne, il nous appelle de Yopougon. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Dali. Eh bien, par rapport à l'émission, oui. Je voulais parler de préjugés dont notre frère vient de parler à la télévision. Pardon? Je crois que mieux pour éviter cela, les préjugés. Oui. Éviter cela en Côte d'Ivoire ici, parce que ça n'arrête pas les choses. Moi, par exemple, ma grande soeur, je suis un métier de Canois, de Tripaï. Voilà, ma grande soeur est mariée à un Congolais. Oui. Une fille qui est mariée à un Congolais. Ma petite soeur qui me suit est mariée à un Wanoulou de Biakouma. D'accord. L'autre soeur est mariée à un Baoulé. Voyez-vous, donc ma famille est près de tous ces ethnies. Voilà. Mais par contre, quand un décret veut prendre une fille de notre ethnie, ouais, les deux sont valables. Soyons suivis en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je veux souligner. Alors, dans les préjugés, c'est quoi les préjugés? Que cette nouvelle génération essaie d'enlever ça dans leur tête. Donc, je suis vraiment d'accord avec notre frère que cette nouvelle génération doit donner un effort pour enlever cela. Voilà. Donc, voilà ma participation. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Dali. Très bonne journée à vous. Oui, je pense que peut-être on proposerait de revenir un jour pleinement sur les problèmes de préjugés, quand même, qui posent énormément de tort à certaines personnes ou à certains peuples. Donc, parlant de religion, je pense que ça peut être une source de tolérance. Parce qu'on a l'impression que notre religion est la meilleure. Mais parfois, quand vous fréquentez certaines personnes, vous allez voir qu'ils ont un comportement exemplaire. Un comportement, j'allais dire, à la limite de l'irréprochable. Et vous demandez à la limite, moi-même qui me vante d'appartenir à telle religion et pensant être meilleur, finalement, je n'ai rien envie à cette personne. Parce que la vraie religion, en fait, c'est notre comportement. Quand on prie à l'église, ou on prie à la mosquée, ou on prie en choses, ce que Dieu nous demande, c'est surtout dans notre comportement. Si nous sommes en contradiction dans notre comportement avec notre religion, ça ne sert à rien de faire de la vantardise de notre religion. Très bien. Monsieur Fofana. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Fofana, vous nous appelez de Yopougon. Oui, oui. On vous écoute. En fait, moi, je suis avec ma camarade. Oui. Nous sommes très jeunes. Oui. Je suis musulman et elle est chrétienne. En fait, nous avons décidé de pratiquer l'abstinence jusqu'au mariage. Donc maintenant, elle est chrétienne baptisée. Oui. Donc moi, je suis musulman. Je lui ai demandé si elle peut se reconvertir en islam. Elle me dit ses proches, sa famille, dans son entourage ne lui permettront pas de devenir musulman. Pourtant, l'amour y est entre nous. Donc je ne sais pas comment faire un peu. Bon, moi aussi, mes parents n'accepteront pas qu'ils soient chrétiens et ils n'accepteront pas que j'épouse
une fille chrétienne. D'accord. Donc en fait, nous nous aimons. le problème c'est au niveau de vos parents, c'est à cause pour vos parents que vous demandez à votre fiancée de se convertir. Voilà, au niveau des parents. Et elle, également, ses parents n'accepteraient pas qu'elle se convertisse. Et oui, ses parents aussi n'accepteront pas qu'elle se convertisse en islam aussi. Pardon.